Hello, c'est Axel. Tu écoutes Mini Interséance, un podcast créé par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Si tu veux suivre l'évolution de ce podcast et des autres projets, n'hésite pas à nous suivre sur notre Instagram, asso-Pratea. Surtout, n'oublie pas que le podcast est disponible sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Stitcher et même sur YouTube, sur la chaîne de Pratea. Merci et bon épisode à toi. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mini Interséance, une émission quotidienne que nous reprenons pour notre rentrée cinéma après 2 voire 3 mois d'absence depuis Barbenheimer. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Tanguy. Salut. Et Olivier. Salut. Voilà, nous sommes les survivants. Je tiens à dire pourquoi, un petit peu expliquer la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, parce que nous n'avons pas sorti d'épisode pendant plus de 2-3 mois. Et nous nous en excusons. Nous avons voulu sortir un épisode sur la rentrée française qui parlait justement de Anatomie d'une chute, puis de plusieurs sorties qui arrivaient. On avait enregistré l'épisode et nous l'avons perdu. Nous ne savons pas comment. Mais nous revoilà aujourd'hui avec 3 nouvelles sorties. Et, tu voulais dire quelque chose, Tanguy ? Non, mais t'inquiète, on continue. Avec 3 nouvelles Tanguy. Ouais. Avec 3 nouvelles sorties. Est-ce que vous êtes contents de reprendre les podcasts, les gars ? Non. Ah, Tanguy. Oh oui, je suis content. Ah, t'es content ? C'est cool. Ouais. C'est cool, super. En plus, il n'y a pas Axel. Voilà, super. Avant tout, un collectif qui est soudé. Et moi, j'ai mon café, du coup, je suis content. Et ben aujourd'hui, du coup, nous allons parler de 3 films, comme c'est le principe de Mini Interséance. De ces 3 films, nous allons parler de Mutant français, d'un tueur handicapé maquillé en chien et et puis de c'est aussi confus que le film. Et on va parler bien sûr de The Creator, l'arrivée science-fiction de la semaine, qui est déjà sorti il y a 2 semaines. Ouais. Et bon, on va y arriver. Et on va commencer, les gars, avec The Creator. Tiens, c'est parti, on y va. Bande annonce. Avez-vous localisé l'arme ? Oui, c'est une gamine. Toi, tu vas y aller au paradis ? Non. Il y a que les personnes gentilles qui y vont. On est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. Alors qu'une future guerre entre la race humaine et l'intelligence artificielle fait rage, l'ancien agent des forces spéciales Joshua est recruté pour traquer et tuer le Créateur, l'insaisissable architecte de l'IA avancée. Le Créateur a développé une arme mystérieuse qui a le pouvoir de mettre fin à la guerre et à l'humanité entière. The Creator de Gareth Edwards, c'était une sortie que moi personnellement j'attendais beaucoup. Tout simplement parce qu'il s'est vendu quand même sur le fait que c'était une histoire originale, un film de science-fiction dans un univers qui n'existe pas, du coup, qui a été créé uniquement pour le film, quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, et on est allé le voir tous ensemble au cinéma. Je vais pas spoiler ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer, ou est-ce que je suis partagé. Merci. Parce que non. Alors tu vas attendre 2 secondes. C'est très violent aujourd'hui. Parce que je l'attendais pas spécialement. D'ailleurs, j'avais aucune idée que ce film existait. Puis plus j'ai vu d'images, plus ça m'a rappelé des anciens films de science-fiction comme les District 9, les Elysium, les trucs comme ça, enfin surtout du Neil Blomkamp. D'ailleurs, il y a pas mal de liens. Mais en voyant le film, en fait, je suis très content que ce film fonctionne parce que c'est une histoire originale. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça, qui propose évidemment des trucs qui sont intéressants. Mais après, pour n'importe qui a l'habitude de regarder de la science-fiction depuis ces 20 dernières années, en vrai, il y a rien de nouveau. Il y a absolument rien de nouveau. Et même, c'est un petit peu brouillon. J'ai vraiment l'impression que tous les éléments de son film sont placés là parce que ça fait cool. Voilà, ça a beau. Je suis content que ce film fonctionne. Si vous aimé la science-fiction, allez-y. Après, ça va pas non plus changer votre vision de la science-fiction, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on développera après. C'était ça qui était assez décevant avec le film. Je suis d'accord avec vous. J'ai rien dit, moi. Si, tu avais dit que The Creator était quelque chose qu'on anticipait énormément parce que c'était une histoire originale et c'est un film de 80, avec un budget de 80 millions. Ça a l'air d'être un film de 115 ou 120, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant. The Marvels qui sort dans un mois coûte 240 millions.
Holy fucking shit. Et vous regardez la bande-annonce et vous dites non, c'est pas vrai, ça a coûté 15 millions. Ça a coûté 15 millions. Oui, exactement. Je vois les Ça, feux verts dans la c'est- bande-annonce. mais même, J'ai vu la bande-annonce en plus et c'est de la merde absolue. Et donc, c'est un côté qui est très positif à The Creator. Et le fait qu'ils ont pu faire ça. Et aussi, dans juste la pré-production, le fait qu'on puisse créer un film de 80 millions qui ne soit pas partie d'une saga, d'une franchise avec un personnage complètement original qui n'existe pas auparavant est incroyable. Parce que la manière dont les films sont produits à Hollywood, souvent on se dit pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais d'idées originales? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on a l'impression de voir la même chose? Eh ben, c'est parce que ce sont les choses qui sont... La manière dont la production marche, c'est que les gens veulent qu'on puisse faire de l'argent lorsque le budget est grand. Parce que c'est quand même un marché, Hollywood. Et ainsi, on veut rarement prendre le risque d'avoir un film avec un énorme budget de 80 millions, sans savoir en avance si ça a une chance de marcher. Pourtant, Gareth Edwards a bien réussi à décoller son projet. Alors, comme tu avais dit, en revanche, même si c'est une histoire originale, ça ressemble à énormément de films. District 9, même il y a des moments de Blade Runner. Et il y a une scène, c'est complètement Alien 2, à 200%. Oui. Et il y a même dans l'esthétique générale, on peut reprendre certaines choses de son Rogue One. Et on peut même voir du Avatar à plein de moments. Ouais. On voit du Cyberpunk 2077. Oui, non, mais dans certains points de scénario, c'est carrément ça. Ghost in the Shell, du Akira. Exactement. Même l'histoire en général, ça ressemble beaucoup à... Enfin, certaines thématiques et certains éléments, c'est complètement Blade Runner 2049. Yeah, totally. Tu parles de la clé USB? Je parle déjà de l'histoire de la gamine qui en fait, oh là là, c'est un peu fusion, machin. Oui, exactement. Cette histoire de ce qui est un peu triste. miracle. Il y a un truc d'ailleurs, il y a un truc dans Blade Runner qui est aussi très dans 2049 qui est très très religieux. Et là, bon, même si c'est un élément principal du film, c'est vraiment très survolé. C'est plus une esthétique un peu, je sais pas quelle religion ça fait référence, c'est pas plus le bouddhisme peut-être. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais c'est dommage parce que ça brise légèrement la promesse de ce film qui est on va faire un film de science-fiction qui est on va dire un épique de quoi 2h30 2h15 pardon, mais et donc ça va être original, ça va être quelque chose de nouveau et pourtant ce n'est pas vraiment nouveau. C'est pas vraiment nouveau au final. C'est donc le point fort est affaibli par ça et en plus de ça il y a énormément de points faibles. Ce film est d'un ennui colossal. J'ai voulu dormir pendant la moitié du film. D'une superficialité, d'une redondance, Tu parles scénaristiquement là. Well, dans le rythme alors dramatique. scénaristiquement c'est intéressant. Ils ont repris, mais à la lettre, les 22 étapes de John Truby. Donc ils ont pris la structure la plus avancée qui est disponible, qui a été inventée dans le cinéma. C'est absolument pas la structure de 3 actes rudimentaires, c'est vraiment quelque chose de avancé et de complexe. En revanche, la structure ne suffit pas pour faire un bon scénario. Il faut avoir des belles idées, il faut avoir un principe de design, il faut avoir une substance, il faut avoir des dialogues intéressants. Rien résonne dans ce film. Tu as l'impression de voir cliché après cliché. Et aussi, tu vois, tu vois totalement... C'est extrêmement prévisible. Tu vois comment est-ce qu'on essaye de faire un grand blockbuster. C'était d'un ennui colossal. Tu partages cet ennui, Tanguy? Alors, je serais pas aussi violent, mais je comprends parfaitement. Et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, moi, j'étais à fond dans le film pendant, je pense, tout le début. Puis au bout d'un moment, tu regardes, il y a le temps qui passe et tu te rends compte qu'il s'est pas passé grand-chose. Le film te balance des idées, même au montage où il y a des... En fait, il y a encore cette idée, je déteste ça, ils font tout ça en ce moment, de mettre des espèces de chapitrages qui ne servent à rien. Bon, après, s'il y a peut-être une idée religieuse, je crois qu'il y a la mère, le père, je sais plus c'est quoi les thèmes, mais il y a un truc comme ça. Oui, peut-être qui se rapproche au Saint-Esprit, machin truc comme ça. L'ami, la mère, il y a une façon de monter certains flashbacks qui sont incompréhensibles. Il y a des scènes où en fait je ne sais même plus où ils sont. À un moment, ils traversent une ville que tu ne vois pas.
ils sont dans un métro, ils voient une copie de sa femme, et j'étais là, mais attends, c'est un rêve. J'ai un peu l'impression qu'ils ont essayé de mettre vraiment tous les trucs que tu peux voir, toutes les idées possibles et imaginables. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, faut faire un choix. C'est bien d'avoir du budget et de prendre une petite caméra, comme ça, t'as plus de thunes pour faire les effets spéciaux, et après, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Mais en fait, faut faire des choix. Et ce film-là, en fait, essaye de faire un peu tout, et en voulant faire tout, voilà quoi, c'est qu'il n'y a rien de concret. C'est une sorte de tapisserie extrêmement conventionnelle qui se veut originale, et au final, oh là là, sorry, il a des mots. Sorry, Gareth. Mais c'est ça qui j'ai l'impression, et c'est ça l'ironie, c'est que ce film a été fait par de l'IA. Ce serait le plot twist en vrai total s'ils annonçaient ça. Le scénario a été fait par IA. De scénario, oui, absolument, de scénario. Parce que, en même temps, ok, un autre point fort, le décor, le design de production, là, il y a quelque chose d'original. Là, tu regardes et tu dis, ok. Visuellement, c'est très très beau. Visuellement, c'est beau. Right. Là là, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je vous entends. Parce que moi, j'ai passé une super séance. Moi, j'ai passé vraiment une super séance devant le film. J'ai totalement eu ce que je voulais. Et un truc que j'ai pas eu depuis très longtemps, en fait. C'est-à-dire je regarde un putain de film de science-fiction qui a une ambition de science-fiction, qui maîtrise vraiment la science-fiction et qui me raconte de la science-fiction. Je suis d'accord avec vous sur un point. C'est ça que je me disais au début du film, en fait. J'ai vu l'intro, je me suis dit, oh putain, ça me rappelle Edge of Tomorrow, des trucs comme ça, j'étais trop content. Mais pour moi, il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Je trouve que dans tous les endroits, dans tous les nouveaux environnements, il y a plein d'environnements dans le film. Je suis d'accord avec vous, assez consensuel, des choses qu'on a déjà vues, mais quand même qui sont réfléchies, qui sont adaptées à l'univers. C'est bourré d'idées de comment cette technologie du futur, à quoi elle sert, comment elle est utilisée, comment elle fonctionne avec l'environnement. C'est pas juste un gadget avec peinture chromée que tu as mis sur une table. C'est vraiment quelque chose qui te dit ça sert vraiment ça sert pour les personnages, ça existe pour quelque chose. Et il y a du coup cette espèce de curiosité que j'ai moi à chaque espace, à chaque instant où je suis satisfait de voir ça c'est une idée de science-fiction. Ça c'est une idée de science-fiction. La technologie, elle est pas utilisée pour faire du design comme Marvel. Et justement, elle est utilisée pour raconter un monde de science-fiction. Et moi, là, c'est quelque chose où ça m'a vraiment placé dans un sentiment que j'ai pas eu depuis assez longtemps devant le cinéma. C'est quelqu'un est en train de créer un univers qu'on ne peut créer qu'au cinéma. Il est en train de créer un monde qui se veut cohérent, qu'il veut amener en 3D, qu'il veut amener qui veut paraître vraiment réaliste, comme a pu le faire Avatar à une époque, sauf que lui, il le fait avec 3 fois moins de budget. Et rien que pour ça, moi, il y a ce truc-là. C'est déjà pas mal en plus. C'est déjà bien. Mais tu vois, c'est des idées simples. C'est cette espèce de projection que dans le film, il y a un petit peu l'arme principale des unions européennes, des unions occidentales. Les États-Unis, quoi. L'ONU. Dans le film, c'est l'Union occidentale, je crois que ça s'appelle, qui parle en gros en gros, c'est l'Amérique, quoi. En gros, enfin, c'est les méchants. Oui. Et ils ont une espèce d'énormes satellites planeurs de plusieurs kilomètres de long qui projettent une cible par terre, et la cible fait des kilomètres de long et tu la vois se déplacer à une vitesse et ça crée vraiment une menace énorme. Et je trouve que juste l'idée visuelle de voir une projection sur le sol de plusieurs kilomètres comme ça. Moi j'appelle ça l'étoile noire, mais comme tu veux. Allez, ça c'est... je trouve il a fait Star Wars juste avant. Donc... Moi je trouve pas. Oui. J'exagère, mais disons que dans l'idée, elle est pas. Il y a quelque chose. Mais regarde, c'est un très bon exemple. Et c'est un très bon exemple. C'est l'étoile noire au sens où scénaristiquement, t'as raison, c'est l'étoile noire. C'est l'arme absolue au-dessus qui est capable de tout détruire, qui représente justement un événement, qui représente le nucléaire, en gros, un événement technologique hors de contrôle qui a détruit des civilisations. Comment utiliser cette arme? Est-ce qu'un homme peut l'utiliser? Patati patata, Oppenheimer. Et justement, comment est-ce que c'est comment elle est mise en scène? C'est comment elle est racontée. Et moi, je trouve que dans ce film, Gareth Edwards, il amène plein de tripes de science-fiction. C'est vrai qu'on a déjà vu. C'est vrai qu'ils sont pas une innovation, mais je trouve qu'il les comprend. Il les raconte super bien. Et moi, je suis toujours intéressé par comment il les raconte. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le scénario est consensuel. Le scénario est prévisible. On sait très bien ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Et il y a plein de
de moments qui se veulent des twists qu'on avait compris au bout de 5 minutes. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Il y a même, encore une fois, je reviens dessus parce qu'on parlait de Star Wars, des scènes qui sont très portraits. Il y a une scène, déjà, il y a cette idée de rébellion, où c'est exactement comme dans Star Wars. Il y a une scène, c'est presque du plan par plan, l'Empire contre-attaque, avec des espèces d'énormes engins, des espèces de gigatanks qui arrivent, les types qui sont dans des tranchées, ça fait penser au AT-AT dans le 5. Et bon, vu qu'il avait fait en plus Rogue One, où il y a exactement la même scène, c'est marrant, c'est pas le truc comme ça. C'est marrant, cette scène-là, moi, me faisait plus penser à Avatar, les moments où t'as justement les énormes... après, Avatar aussi, ça a repris... comme ça. Mais tu vois, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est plein d'idées quand même qui ressortent. Tu vois, l'idée des robots, là, avec des robots bombes qui se mettent à courir d'un coup comme ça. Mais moi, je te répondrais, pourquoi est-ce qu'ils envoient des robots pour se battre contre d'autres robots, sachant qu'ils savent qu'il y a un mec qui contrôle les robots. Parce qu'ils savent pas qu'il y a un mec qui contrôle les robots. Non, c'est vrai, mais bon, disons que... Bon, de toute façon, disons que c'est cool, mais c'est pas mieux d'utiliser un lance-roquette plutôt qu'un truc qui court. Oui, mais c'est cool en fait. Mais voilà, mais c'est vrai. Non, mais je reconnais une chose parce que vraiment on est sorti du film et moi j'étais vraiment en complexe, en réflexion intense sur moi parce que vous amenez des arguments auxquels j'étais assez d'accord et je me disais, putain la vache, c'est le genre un scénario consensuel, des idées qu'on a déjà vues 5 fois. C'est le genre de choses que je reproche en général au Marvel, que je reproche à beaucoup de films. Pourquoi là, est-ce que ça me dérange pas? Et j'étais en réflexion intense sur pourquoi est-ce que là, ça me dérange pas? Parce que le film, juste, il est généreux, il se fout pas de ma gueule. Non, mais ça se voit film, malgré... Il a envie de me faire plaisir, quoi. J'ai arrêté. Mais c'est pas assez, non? Genre, parce que je comprends totalement l'émerveillement qu'on peut avoir devant un film avec une esthétique ou avec un genre, avec des décors qui résonnent. Je comprends parfaitement. Néanmoins, pour moi, ça, c'est une peinture. Ça, c'est une photographe. Ça, c'est du design graphique. En fait, j'aimerais bien savoir, pour toi, The Creator, ça parle de quoi? The Creator? Ouais, genre, quelle est la chose, on va dire le message ou la substance qui rend le film supérieur? Pour moi, le film, il aborde quand même pas mal de sujets, de façon générale. Des sujets que tu as peut-être déjà vus, je suis d'accord. Mais la façon qu'on a justement d'utiliser cette technologie, comment est-ce qu'on utilise la technologie qui est... le film prend place dans un univers où c'est la technologie qui a détruit Los Angeles. Et après, c'est du coup les États-Unis qui se mettent en guerre contre un autre pays pour supprimer cette technologie parce qu'elle leur a fait du mal. Bon, il y a un milliard de parallèles qu'on peut faire avec l'histoire des États-Unis. Il y a même un plan, ça te fait carrément référence à Apocalypse Now. Quand ils arrivent en vaisseau, il y a un plan avec l'espèce de fermier. C'est exactement le même que quand tu as les hélicos. Tu as le Vietnam, tu as le 11 septembre, je pense, avec notamment l'attaque de Los Angeles où en fait ils ont ensuite blâmé et machin. C'est carrément ça comme il y a les références. Voilà, et puis complètement. Et puis moi déjà il y a cette il y a déjà cette représentation là que je trouve quand même vachement assumée, que moi j'ai pas l'habitude de voir. Évidemment que l'impérialisme américain est quelque chose qui est quand même assez critiqué. On a parlé d'Avatar, c'est très ouvert là-dedans. On parle tu viens de parler d'Apocalypse Now, on a parlé aussi de Rambo. Enfin voilà, il y a plein de films où l'impérialisme américain c'est parlé, mais là aussi frontalement, avec vraiment vraiment des références précises à l'histoire de l'Amérique, avec des représentations d'ennemis qui sont pas des généraux nazis, là c'est des généraux américains. De voir vraiment cette représentation là, moi j'avoue que je l'ai trouvé extrêmement frontale et extrêmement précise sur ce dont elle dénonce, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie, quelle utilisation on fait d'une technologie qui nous dépasse. Et c'est marrant parce que ce que tu me poses comme question, parce que hier soir j'ai regardé une conférence, une masterclass qui était auquel était interviewé Aurélien Barraud. Je sais pas si vous voyez qui est justement ce mec. Et c'était pas exactement lui qui disait ça, mais c'est juste pour vous situer. Et à un moment, pendant cette conférence, il parlait justement du cocon technologique. Il parlait justement du cocon technologique dans lequel on s'enferme au fur et à mesure dans notre époque actuelle, dans laquelle on s'enferme. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on donne de la puissance aux machines, on leur donne du pouvoir, et nous, on s'en délaisse. Ce cocon devient du coup une extension où c'est la machine qui a le pouvoir. Nous, on peut agir dessus, mais c'est la machine qui est en pouvoir. Nous avons le pouvoir d'agir dessus, mais c'est la machine qui est en puissance. Et la vraie horreur,
la vraie horreur qui vient dans ce système-là, c'est la déshumanisation et la désensibilisation par rapport à cette machine-là. Parce que quand tu as quelqu'un qui va appuyer sur un bouton et en appuyant sur ce bouton, tu vas avoir 200 000 personnes qui vont mourir instantanément, comme il se passe justement dans le film, c'est le sujet principalement de ce satellite, et ben il y a une déshumanisation. Il y a ce cocon-là nous enferme, nous isole et ne nous permet pas de nous rendre compte du nombre de personnes qu'on est en train de mourir. On ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est justement cette déshumanisation à travers cet enfermement technologique. Et moi, je trouve que ça m'a beaucoup fait penser au film quand j'ai écouté cette conférence-là, parce que ça nous amène justement à ces questions-là. Comment est-ce que la machine est en train de nous désensibilise par rapport à l'humain? Comment, et justement, la quête du héros principal, c'est quand même justement une quête de sensibilité, de ce lien avec cet enfant, cette machine, avec sa femme, ce lien qu'il, en tant que soldat à la base, éradiquait, c'est-à-dire ce sont des machines, ils n'existent pas, ils sont faux. Et ben toute sa quête justement à être jusqu'à la fin, ce très beau plan de fin où il amène ce message-là d'amour. Et moi, ce sont quand même des sujets que je trouve assez philosophiques, des sujets qui parlent de géopolitique, des sujets qui parlent justement de grandes thématiques. Moi, je suis assez... je pourrais trouver pas mal de choses à parler. Je suis 100% d'accord que le film touche des thématiques qui sont très intéressantes. Ça, c'est absolument vrai, 100%. Là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de choses intéressantes à dire sur ces thématiques super intéressantes. Ou enfin, très peu. Parce qu'au final, c'est vrai, on va parler de l'impérialisme américain, on va parler de la coexistence, on va parler de la technologie. Moi aussi, hier, j'étais en train de regarder un épisode de Joe Rogan avec un gars de Silicon Valley qui parlait de l'avenir avec l'IA. Et c'était vraiment intéressant. Mais j'ai l'impression qu'en 10 minutes, ce gars a dit plus de choses que les 2h15 de The Creator. Dans la mesure où, au final, dans The Creator, qu'est-ce qu'on dit? On va dire, bon, il s'est arrivé un truc atroce. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut spoiler ce film? Nous allons spoiler The Creator par la suite. Si vous voulez passer au prochain podcast, si vous voulez, on va juste spoiler. Ok. Juste de manière, il y a une sorte de Deus Ex Machina où on va dire, en fait, c'était une erreur de code qui était produite par les Américains. Et en fait, ce qui signifie que les robots sont en fait juste gentils. Et au final, le message, c'est quoi? C'est la coexistence, c'est important, l'amour est important. Ce message, pour moi, même sur Joe Rogan, le gars qui parle de technologie, qui est extrêmement optimiste, je dirais même beaucoup, beaucoup trop, sur la technologie, même lui, il avait un avis bien plus nuancé sur le film. J'ai pas l'impression que le film dise les robots sont gentils et juste les humains sont méchants. J'ai pas l'impression que ça. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est que cette révélation-là, elle est amenée dans un dialogue comme ça, et on n'en reparle plus. C'est très très léger, ça. Ouais. Comme d'autres révélations à des moments, c'est très très léger. La façon dont c'est amené. Excuse-moi, je veux pas perdre ton temps parce que peut-être j'ai mal articulé et donc comme ça ta réponse est adéquate à ce que j'ai dit, mais je dis pas que tous les robots sont gentils. Ce que je voulais dire, c'était que le message, c'est qu'il faut simplement coexister et de ne pas les voir comme notre ennemi. Moi, j'ai plutôt l'impression que le message, c'est savoir bien utiliser la technologie. Savoir justement ne pas utiliser la technologie dans un but qui représente ce satellite. C'est un but de suprématie, de destruction et d'oppression de tout ce qui est extérieur et tout ce qui nous effraie. Mais justement, utiliser la technologie comme le fait ce gamin-là, comme le fait le petit, l'enfant. Il utilise la technologie, ne détruit pas, il répare. Mais c'est très simple. Mais c'est d'ailleurs quelque chose que je voudrais, en parlant justement de l'espèce d'enfant qui est, si on parle sur le bouddhisme, réincarnation de Bouddha, il y a tout un, en fait, que ce soit le titre du film qui est Le Créateur, beaucoup d'éléments du film, le côté spirituel, est juste là, alors que ça pourrait être très intéressant de faire quelque chose par rapport à peut-être que maintenant les IA deviennent des sortes de dieux, notamment dans un monde qui est complètement régi par la technologie, avoir un enfant qui est un peu un mélange humain. Alors c'est pas clair, on en parlait avant de faire le podcast,
qui peut littéralement tout contrôler, il y a quelque chose peut-être d'intéressant à apporter, mais malheureusement j'ai l'impression que ça aussi c'est très très en surface, alors qu'il y a vraiment toute une esthétique. Je pense notamment à une scène où il est dans un espèce de temple où t'as vraiment des statues bouddhistes qui reprennent en fait les looks des robots. Et il y a vraiment toute cette espèce d'iconographie religieuse Overwatch. Oui, non mais déjà oui, voilà, pour revenir sur les référents. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui passe complètement à côté, alors que le film en lui-même, le titre c'est Le Créateur. Oui. Et les points que tu as dit sur tout ce qui est impérialisme, évidemment, c'est très intéressant. Mais j'ai l'impression que cette partie-là était complètement laissée à l'abandon. Alors que c'est justement, j'ai l'impression, le truc principal du film. Je peux être d'accord avec toi. Ne serait-ce que par l'espèce de chapitrage qui, pour moi, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, a un côté un peu, je sais plus, je crois qu'il y en a 3 ou 4 trio religieux, comme, je sais pas, c'était la mère, le nom de, je sais plus c'est quoi le nom en thaïlandais, mais je crois qu'il y a l'ami, le père et la mère, et puis. Oui, non, mais c'est ça, tu vois, il y a quelque chose de très un peu religieux, comme le père, le fils, voilà, tu vois, les trucs comme ça. J'ai pas la ref. Ça aurait été intéressant de combiner, parce que là, ça serait une idée assez originale, mais de combiner, on va dire, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais cette idée de l'ésotérique, cette idée du divin, cette idée de la spiritualité, et de le mêler avec la technologie. Ça, c'est une juxtaposition très intéressante. En revanche, si le message, c'est il faut bien utiliser la technologie, tu sais, genre, je viens de le dire. Je pense que quelqu'un de 5 ans, un gamin de 5 ans pourrait le dire. C'est quoi bien utiliser la technologie? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de réparer et de ne pas détruire. It's like... Et en dehors de ça, you know what I mean? En dehors de ça, c'est beaucoup trop simple dans la mesure où cette thématique de comment bien utiliser la technologie est infiniment plus complexe dans la mesure. Mais justement, elle est nuancée dans tout le film à travers que des oppositions. Des oppositions que tu arrives dans la ville où tu as l'ancien ami du personnage principal qui est amoureux d'un robot. Tu as justement comment est-ce que dans le passé il y avait un lien entre justement ces machines. Enfin, je trouve que le film est bourré de scènes qui à chaque fois apportent un regard là-dessus sur des rapports à la technologie. Mais exactement. Il y a quelque chose par rapport à l'âme des robots, des IA, du coup, qui revient pas mal. Dans le sens, est-ce que moi j'ai le droit d'aller au paradis? Est-ce que machin? Il y a tout ce truc-là qui revient, mais c'est pareil, ce n'est que surface. Right. Et même, genre, le truc avec aimer le robot, ça rentre également dans la case. Là, on va réparer. Là, on va créer des choses comme l'amour, ce qui est bien. Mais lorsque ça devient intéressant, je trouve, c'est que quand on va dire, et si la capacité des robots pour réparer, de produire de l'amour, des émotions, en quoi est-ce que il y a un côté sombre, par exemple? Et on peut aussi faire Janus. En quoi est-ce que la capacité à détruire pour les robots peut être une bonne chose? Là, lorsqu'on rentre dans cette dichotomie, dans cette question-là, ça nous force à vraiment réfléchir et à faire des nuances. Mais de simplement dire, il faut bien les utiliser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils vont aimer et qu'ils vont être positifs, c'est tellement hollywoodien. You know what I mean? J'entends vraiment ce que tu dis et on pourrait encore continuer, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. C'est vrai que j'étais en train de penser à ça. On peut en parler en vrai. C'est un film qui reste intéressant. Je pense que même si on a été, certains d'entre nous ont été déçus, on a aimé, c'est un film qui, je pense, mérite d'être vu, ne serait-ce que pour l'effort d'essayer de faire un film comme ça, qui ne soit pas une espèce de franchise comme un énième Star Wars ou un énième, je sais pas, un série de votre franchise préférée qui vont ruiner dans quelques années. Mais voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je me suis paumé dans ce que je voulais. Non, absolument. Non, c'est vrai. Mais moi je souligne ça, comme tu viens de le dire, Tanguy. C'est pas un film qui se fout de notre gueule. C'est un film qui a des vraies envies de science-fiction. C'est un film qui sait te raconter, qui prend le temps de te le raconter. C'est un film qui a certes plein d'envies déjà assez consensuelles, mais qui veut bien te les raconter et qui veut te proposer quand même des idées. On peut débattre vraiment sur avec amour. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des points positifs. Je suis aussi d'accord avec toi sur pas mal de choses. C'est que je pense qu'en effet, il y a plein de points sur lesquels c'est très léger. On pourrait aller plus loin. Mais c'est pas vraiment que... J'ai du respect pour le film. J'ai du respect pour ce qui me fait donner. Mais voilà, passons à la suite.
Nous allons parler ensuite d'un film français. Un film français qui a fait pas mal de bruit et que nous attendions beaucoup, que Tanguy avait déjà vu et que nous avons rattrapé le mercredi dernier. Je vais parler du coup de film de mutant qui est Le règne animal. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Les premières mutations de l'homme vers l'animal sont apparues. Ces créatures se font suivre et soigner dans des centres spécialisés jusqu'un jour, un convoi est victime d'un accident. Certains êtres parviennent à s'enfuir dans la nature. Il est pas dingue ce résumé. Il est pas dingue ce résumé. Je ne parle pas de toi, je parle du résumé en lui-même qui n'explique pas, c'est pas vraiment exactement l'histoire du film. Et en même temps, c'est pas plus mal peut-être. Parce qu'il y a pas mal de mystères autour du film. Même nous, avant de le voir, on a juste vu la bande-annonce, on se disait mais de quoi ça va parler? C'est vrai que pour un film français, je pense que beaucoup de gens ont dû être surpris. Je pense justement aussi. De voir le film. C'est pour ça que j'avais hâte de voir votre réaction quand il allait sortir, parce que moi du coup je l'avais vu à Cannes et moi j'avais beaucoup aimé. Voilà. Ouais. Je vous laisse peut-être vous commencer peut-être sur vos avis. On a changé de. Non, bien sûr. Si écoute, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'attendais beaucoup parce que tu nous as teasé le truc pendant plusieurs semaines et que j'étais trop impatient de voir ça parce que on parle quand même d'un film de mutants français et rien que voir dans la bande-annonce, on voyait qu'il y avait de l'intention, qu'il y avait que c'était pas un truc fait avec 3 francs 6 sous, qu'il y avait vraiment une vraie intention de genre. Il avait fait du bruit à Cannes. Il y a Romain Duris dedans qui joue le premier rôle. Il y avait plein d'éléments qui nous disaient waouh. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Et en sortant du film, je dis ok, là il s'est passé quelque chose et c'est sûrement un des meilleurs films français de l'année. Yeah. T'es assez d'accord avec ça, Olivier? C'est un amalgame, une sorte de cocktail extrêmement original. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. C'est un mélange entre du body horror, de la science-fiction et d'une... c'est du fantastique, hein, en vrai. Je dirais plus que de la science-fiction. Well, I mean, la mutation des gènes... Ah oui, non, c'est vrai. Disons que c'est... Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est science-fiction, mais avec une ambiance de film fantastique. Le fait que ça se passe dans les bois, le fait que pour les animaux aussi, il y a vraiment il y a un côté fantastique, c'est vrai. On peut dire que le pitch est de science-fiction, mais qu'il y a un aspect métaphorique et spirituel dans le film qui nous rapproche vraiment du fantastique. En plus de ça, on ajoute une sorte de drame familial français à la américaine. Qui est également ajouté là-dedans, et ça fait quelque chose. Qui est très intéressant. Ça fait quelque chose de assez captivant. C'est parfois le cocktail est tellement insolite que parfois le mélange ne marche pas trop. Je pense à une scène où ils sont en train de quelque chose de traumatique vient d'arriver. Ils ont perdu la mère et ils les cherchent dans les bois et ils sont dans la voiture et le gamin crie maman, maman dans les bois. Et il y a Romain Duris qui rigole et il trouve ça marrant. Je dis mais attends, c'est ce moment-là, tu devrais pas être en train de rire, tu devrais être absolument terrifié. Ah moi j'étais grave touché par ce moment. Ah ouais. Okay. Après je me dis ça reste quand même une scène où tu as justement les deux personnages. J'ai l'impression qu'en plus on donne pas du tout le contexte. Ouais c'est vrai. Mais alors c'est quoi, c'est pas plus mal. En fait c'est une scène où quand même ils sont un peu en train de, il y a un conflit entre les deux et donc de les voir un peu rigoler justement, se rappeler du souvenir avec leur mère. Je trouve que c'est bien parce qu'en vrai la disparition de la mère c'est un peu le prétexte. Bah oui, pour l'histoire. Commençons par ça justement parce que là on a lu le résumé qui est sur internet, mais il parle de quoi en fait le film? C'est quoi la trame principale? Tu peux nous en dire un peu plus? Il parle beaucoup de choses. Bon déjà ça peut être peut-être un coming of age film, un truc comme ça, ou t'as évidemment passage puberté, truc comme ça. Quoique il est en quelle année d'études? Oh là là, je me suis un peu paumé dans les... Effectivement, t'as ça, t'as la question de l'émancipation, du corps qui change littéralement. Faut d'abord dire de qui on parle. On a Romain Duris et puis et son fils qui est joué par Paul Kircher. C'est ça, qui est un super acteur avec qui j'avais tourné et je suis très content que ce film marche parce qu'il mérite d'avoir cette carrière-là. Donc si tu nous écoutes, gros bisous. Gros bisous, Paul. Mais gros bisous, parce qu'en plus, il joue vachement bien, le gars. Oui, non, mais c'est ça. Il a un jeu qui, au départ, est très particulier. Ouais. Mais en fait, plus le film,
justement, plus tu avances dans le film, plus il arrive à avoir quelque chose d'attachant, en fait. Il s'est passé quelque chose d'assez fou pour ma part. Au départ, je me dis, c'est fou, tout le monde joue mal. À la fin, j'étais en mode, c'est fou, tout le monde joue trop bien. C'est fou, je pleure. C'est fou, je pleure. Vraiment, c'est très bizarre l'évolution qu'il y a eu. Au départ, je me dis, j'ai eu du mal à m'habituer au jeu. Et puis à la fin, je me dis que putain, en fait, je pensais que ce jeu était simple. En fait, il a 3 niveaux de lecture. En fait, ce jeu est extrêmement sensible. Le jeu d'acteur est quand même formidable. Il y a quelques scènes. Il y a un moment avec Romain Duris quand il voit c'est pas exactement une ambulance, mais le camion qui est dans l'eau. Oui. Et il se dit, j'ai peut-être perdu ma femme est peut-être noyée. Cette scène, mais le gars mérite un prix. C'est tellement convaincant, tu crois à tout. Le gamin, what the fuck? Il y a un moment qui est vraiment à la grave, où il doit s'arracher un truc de l'ongle. J'ai cru c'était absolument dingue. Le jeu d'acteur est tellement bien. Pour moi, c'est cette scène-là qui fait que des gens qui ne sont pas au courant de quoi parle le film se disent oui bon, ça va être un truc un peu fantastique français de base, et il y a cette scène qui arrive et où il explose littéralement tout en termes d'acting. C'est ça. Et la scène est très bien faite, les effets spéciaux sont dingues, du body horror tout ressorti de la mouche. T'étais venu pour voir X-Men, tu tombes sur Grave. Oui, mais exactement. Bah en vrai ouais, bon, il y a un petit côté X-Men, mais quand même c'est pas non plus un film, on n'est pas non plus sur du Citane, c'est pas non plus un truc non. C'est pas gore, enfin il y a un petit peu, mais bon, c'est quand même vachement intéressant de voir le film est un mélange de genres hyper intéressant. Hyper intéressant. On a un film de monstres, on a un road trip, on a un comic of age, on a un film d'amour, de réconciliation familiale, un film social français très ancré dans une relation familiale. Ça, et puis même j'ajouterais que je pense que c'est l'un des thèmes. Peut-être. Peut-être pas. Dans le côté, je veux dire, dans le côté d'accepter ses pouvoirs, il y a plein de moments où je dis. Oui, effectivement, il y a évidemment. Mais après, parce que le film a. Le premier Spider-Man qui est sorti, c'est un peu la même façon de filmer, justement. Le fait qu'il passe l'âge adulte, et donc du coup, il y avait pour rien un truc comme ça aussi. Mais ça m'y a fait penser. C'était dedans. Il y a toute une séquence justement où j'ai pas envie de spoiler. C'est pas un film que j'ai envie de spoiler parce que c'est. Toute la séquence avec le Piaf, tout l'arc avec le Piaf. Absolument. Où justement c'est vraiment dans comment est-ce que tu gères tes pouvoirs. Enfin un petit peu qui est amené. J'en dis pas plus parce que contrairement surtout comment accepter son corps. Un truc qui je pense est très important parce que c'est tout le truc où quelqu'un est en train de muter et il faut que petit à petit il accepte d'avoir changé, de plus être là il y en a qui perdent sa voix. En fait j'adore parce qu'il n'y a pas de contexte, les gens qui entendent ça, je pense qu'ils ont l'impression qu'on est complètement défoncé. Je pense que ça leur donne envie de voir le film. Mais c'est vrai, parce qu'on veut pas spoiler, on veut pas spoiler parce que un des éléments du film, c'est que quelque chose qui rend le film réjouissant, c'est son imprévisibilité. Ouais. Et donc de spoiler ce film, c'est pas comme c'est pas comme les autres. Il faut vraiment regarder ce film sans savoir ce que tu vas voir parce que sinon ça va diluer une des qualités incroyables avec ce film-là. C'est que c'est complètement nouveau. Vous avez rarement vu des films avec ce niveau d'originalité. Oui, clairement. Surtout en France récemment. Surtout en France récemment, de par son pitch de base, mais surtout dans son déroulement. C'est-à-dire que, on dit ça, un déroulement ou un déroulé je pense que j'ai compris. Je pense qu'on a compris. Oui. Et c'est vraiment, ce que je disais, un mix de genres entre un film où c'est justement Romain Duris et son fils qui sont à la recherche de la mère, du coup de la femme de Romain Duris, qui a disparu parce qu'elle a été atteinte de mutation et du coup elle se transforme littéralement en animal. Et c'est du coup ça qui touche l'humanité, la population dans ce film. On sait pas trop si c'est dans le présent ou dans le futur. Il n'y a pas de date. Non, c'est de nos jours. Mais ça a l'air d'être de nos jours, tu vois. Mais justement, déjà, inclure un élément fantastique aussi fort que des mutations, et pas n'importe quelle mutation en plus. On se transforme pas en zombie, on se transforme pas en what the fuck. On se transforme en mais surtout, un mix d'animaux. Et qui parle, du coup, c'est le thème global du film, c'est comment tu retournes à la nature, comment tu te rappelles de ce rapport-là à ton animalité. J'ajouterais quelque chose sur le fait qu'il y a des mutations. C'est que non seulement des mutations, mais en plus assumées à 100%, parce que moi je l'avais vu à Cannes. Entre temps, même dans le montage du film, il y a des scènes qui ont été enlevées
mais je me rendais pas compte sur le moment à quel point les effets spéciaux sont réussis, à quel point ils assument de montrer certaines créatures. Ouais. Et je regardais le budget. Quand tu vois que pour 15 millions, ils arrivent à faire ça, et qu'à côté, pour 35 millions, je crois, t'as Astérix et Obélix, où c'est filmé comme une vidéo YouTube. Astérix et Obélix sur le Père du Milieu Oui, je pense 65 millions. 65 millions. Ah, pardon, c'est encore pire. 65 millions. 65 millions. Le dernier film de Danny Boone, 38 millions. Voilà, et ça pour 15 millions, 15 tu as millions. littéralement un film qui en plus d'être beau visuellement, que ce soit les effets spéciaux, et d'ailleurs que c'est même limite aussi plus beau que certains trucs Marvel en vrai, à part 3. C'est même plus question que des effets spéciaux. Là, il y a un artisanat et le make-up aussi, qui est monumental. L'artisanat dans ce film, c'est monumental parce qu'il y a un mix de techniques, c'est-à-dire que en effet, il y a des moments où on est en effets spéciaux, on est sur de l'artisanat 3D, mais vraiment majoritairement on est face à des prothèses, on est face à du make-up et du maquillage, mais c'est magnifique. Et surtout le passage d'une technique à l'autre, elle est d'une fluidité. Moi j'en ai vu à aucun moment à des moments je dis ok, là à mon avis c'est en 3D, ce sera trop compliqué à faire sinon, mais le passage de l'un à l'autre, il est fluide, il est compris, il prend le temps d'être fait, et en même temps il arrive à être dans ce juste milieu où il n'est pas tout le temps en train de nous montrer les créatures sur tous les angles et machin. Il y a quand même ce truc d'ombre, de mystère, il peut nous les montrer de loin ou en gros plan qu'on ne voit pas entièrement, mais en même temps il est généreux, hein. Il y a pas 3 plans en 2 heures, il y a pas 3 plans sur une créature, non, vous voulez voir la créature, vous allez en avoir la créature. Il y a du monstre dans ce film, et il y a de l'imagination autour de ces monstres là, il y a vraiment toute une réflexion autour de comment créer des mutants. En plus c'est vraiment un processus de transformation, c'est-à-dire qu'il y a certains mutants qui, on les voit à un instant T, et au fur et à mesure du film ils évoluent, ils changent, ça devient de pire en pire, de mieux en mieux, c'est toi qui vois. Et ça par contre ça c'est monumental, la façon dont c'est amené. Ce réalisme-là, il est monumental. Ça fait en sorte qu'il y a un certain émerveillement. Tu avais absolument raison, c'est le mot parfait. Il y a un artisanat derrière ça. Et tu as vraiment l'impression de voir des mutants. Ouais. Et pas simplement parce que les mutants sont faits avec une vraie excellence, mais aussi parce que nous sommes, à cause de l'environnement moderne, et réaliste. Nous sommes dans le monde d'aujourd'hui et on y croit. Notamment lorsque le personnage est au lycée. Tu te dis, moi j'ai vécu ça. Ça c'était mon enfance, ça c'était mon adolescence plutôt. Et ainsi nous sommes dans le monde réel. Et c'est intéressant. La première scène, je pense, montre ça parfaitement. Nous sommes dans une situation complètement quotidienne. Et ensuite, boum. Quelque chose arrive et c'est presque, nous sommes presque dans le réalisme magique de Borges ou de comment il s'appelle, les 100 ans de solitude, Garcia Marquez. Okay. On est dans cet univers-là où on est dans le monde complètement réel et quelque chose de fantastique rentre là-dedans, et c'est fait d'une manière qui est tellement précise et convaincante que tu es complètement immergé dans ce monde, et c'est ça qui crée un émerveillement devant ce film absolument captivant. Complètement, un vrai émerveillement, une fascination. C'est que juste pour ajouter sur le côté vraiment qu'on est inclus dans la réalité, il y a pas mal de scènes, notamment je parle de cette scène d'intro où ils sont juste dans un embouteillage, il se passe la scène en question, et en fait ils se remettent dans la voiture et ils parlent, putain quel monde, hein, et ils discutent comme si c'était quelque chose de normal. Il y a le père qui va faire des courses, des trucs comme ça, en fait tu vois vraiment les gens qui réagissent à ce monde-là, et ça permet vraiment de te faire découvrir cet univers, mais vraiment de façon crédible. Je me suis paumé, désolé. Non, mais je vois j'arrête de. Non, je vois mais vraiment, voilà, moi, ce que tu disais. Je vois vraiment ce que tu veux dire, et c'est là où je trouve on arrive à un cinéma qui, moi, je trouve très intéressant, et j'ai envie de voir plus de propositions là-dedans. C'est vraiment mêler cette espèce de film social français sur lequel on dira ce qu'on veut là-dessus, mais on est quand même très bon là-dessus en France. Justement, le rapport juste humain que les gens entretiennent. On dit souvent que c'est un peu chiant parce que c'est juste des gens qui parlent entre eux. Mais comme ce rapport humain dans les films en France, il est souvent assez chaleureux, il est fort. C'est des films qui sont puissants là-dessus. Et dans ce film-là, c'est puissant là-dessus. Les relations entre les personnages sont fortes, sont bien entretenues dans ce film. Et amener encore plus cette dose en plus de fantastique, ce rapport à l'imaginaire, au monstre, à la science-fiction, au merveilleux, et l'inclure là-dedans, toujours en regardant ce corps social. Ce corps social, je sais pas si c'est le bon terme parce que ça pourrait être autre chose, mais disons ce rapport social à l'autre, à l'environnement, ça fait un mélange que
que moi j'ai envie de voir plus de films comme ça. Ça m'intéresse, ça me met dans des zones auxquelles je suis pas habitué, des zones étranges. Il y a plein de moments dans le film où je suis dans ce malaise entre, je vois des mutations, c'est assez monstrueux, c'est assez horrible, ça me provoque un énorme rejet. Et en même temps, il y a un sentiment de sensibilité, tu t'adaptes tendresse. Autant aux mutations qu'au personnage principal, qui finit petit à petit par quasiment accepter ce qui va lui arriver, à quelques détails près évidemment, mais ça je vous laisse découvrir. Et accepter finalement sa situation, et où va aller, et où on voit les personnages, où va cette mutation là. Et il y a un truc très similaire avec Creator là-dedans, dans la mesure où comment est-ce que différentes espèces, différentes races peuvent s'entendre. Et est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Et c'est intéressant parce que je trouve qu'avec ce film-là, ils ont ajouté la nuance que The Creator n'avait pas. Dans la mesure où il y a une énorme part de nous qui, en regardant ce film, veut que les humains et les mutants s'entendent. Mais contrairement aux humains et aux robots, dans ce film, nous sommes néanmoins, on nous donne les raisons d'être très sceptiques envers ça. C'est très difficile de vivre ensemble entre différentes espèces. Et surtout, on se projette. Tu te dis, je pense que quand on est devant le film, et même à la fin, tu te dis, j'ai pas trop envie que ça m'arrive, quoi. J'ai pas trop envie de me transformer en pangolin. Ah, surtout pas. Surtout pas. Et est-ce que j'ai envie de vivre avec ces gens-là? Est-ce que cette diversité est une richesse? D'une certaine manière, I'm sorry, je sais que ça rappelle. I know. Mais c'est dans la mesure où on parle bien du film, hein. Et dans la mesure où on voit qu'ils peuvent bien s'entendre, qu'il faut avoir de la compassion et que la compassion est d'ailleurs indispensable, mais il y a des énormes obstacles à cela et on le montre très bien avec l'agressivité des mutants. On le montre avec leur l'agressivité des humains. C'est un retour, c'est un retour à la nature totale. Donc effectivement, c'est pas, il y a le côté plus animal qui ressort. Donc c'est des réactions qui sont un peu plus agressives, quoi. Il y a un truc quand on avait partagé tous les quatre avec Axel quand on est sorti du film, quand même, c'était un petit bémol, c'était que on savait pas trop où le film voulait en venir, quand même. Il y a un peu toujours ce même sentiment là de se dire il aborde plein de sujets différents autour de l'animalité, mais on ne sait pas trop. Et c'est marrant, mais en discutant avec vous et puis même avec le temps qui passe, ça me dérange de moins en moins un peu ce flou autour de la direction claire du film, parce qu'en fait je me rends compte que chaque événement nous met face à une nouvelle fenêtre, toujours autour de ce rapport à l'animalité, de ce rapport à l'être qui n'est pas social en nous. Mais peut-être c'est ça le but, c'est au lieu de donner des réponses comme ferait le créateur, c'est de poser des questions. Le petit tacle là. C'est pas moi j'irais même à dire que le film peut aussi parler de, je pense, le handicap chez certaines personnes. Il y a beaucoup d'éléments dans ce film. Je connais un autre film qui parle du handicap. Oui, non, mais on en parle après. Oula, on le tease, mais ça va être terrible. Mais disons qu'il y a pas mal d'éléments où je me dis, ça peut aussi très bien être l'histoire de, je sais pas, une mère qui devient bipolaire, qui est obligée d'être malheureusement enfermée. Il y a tout ce truc-là, avec des gens qui justement ne sont plus en marge de la société. Il y a aussi une référence au fait qu'il y a une des personnages secondaires, la fille là qui dit qu'elle a un TDA. Il y a tout ce truc là qui pour moi je pense peut faire référence à justement le fait de peut-être mettre des gens de côté parce que des handicaps, des trucs comme ça, complètement, qui peut être aussi intéressant. Donc pour moi ça va avec tout le fait de s'accepter son corps, accepter peut-être sa santé mentale, accepter des trucs comme ça. Mais c'est vrai que t'as raison, hein. Le film est rempli et finalement le thème n'est pas forcément l'animalité, c'est vraiment le symbole qui représente finalement quand tu es mis à l'écart, quand ton corps, ta spiritualité, ton esprit, ton matériau, ce que tu es, te met à l'écart de la société. C'est un film qui parle d'accepter son humanité. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh là là. Je m'en vais, c'est fini. Dégage de là. Non, mais c'est vrai, on a vu aussi le film, rappelez-vous, on a vu Tropique il y a un mois. Oui, Tropique, il y a pas mal de liens. Qui, pareil, est un film français de semi-science-fiction de genre, avec pareil, une métamorphose à l'intérieur qui parle justement de ce handicap-là. Tropique, c'est la bad ending. Genre, c'est vraiment. Mais c'est vrai que j'ai tout de même l'impression que les films durent à peu près autant de temps. J'ai quand même l'impression que le Règne animal, qui parle à peu près des mêmes sujets que Tropique, le fait
C'est plus péchu. C'est beaucoup je trouve plus. qu'il amène plus de sujets autour de ça. L'Anthropique est un peu sur une même ligne. Mais c'est toujours pareil, c'est une proposition de cinéma qu'on a envie de voir, qui sont méga intéressantes. Donc finalement, voilà, on n'a pas énormément de choses à dire, peut-être. En fait, j'ai un truc à ajouter, c'est que on parlait de Tropique, il y a aussi Acide, alors que j'avais vu aussi à Cannes. Bon, j'ai vu qu'il y avait des mauvaises critiques, que j'ai pas trop encore regardé pourquoi, mais moi je sais pas, moi j'avais bien aimé. Il y a cette espèce de retour au cinéma de genre qui est un peu plus dans le cinéma français, peut-être un peu aussi grâce à Titane qui avait bien marché. Alors Titane, bon, pour ce qu'on veut, mais moi je suis très content que ça ait marché parce que c'est un truc qui se rapproche de Cronenberg que j'aime beaucoup, et que maintenant de nos jours on est justement peut-être un cinéma français qui se permet de faire des trucs un peu fantastiques, peut-être un peu plus fun, qui lâche juste le côté soit comédie pure, soit sociale, un peu oh là là j'ai ma femme qui m'a trompé 6 fois, enfin bref. Ouais. Je trouve que c'est plutôt agréable et c'est pour ça que je suis content que ce film là fonctionne. Voilà. Oui, je suis très content aussi. Je suis très content de voir aussi comme toi ce début d'année qui arrive là où on a du cinéma de genre français qui se démarque. Et c'est pas juste quand je dis cinéma de genre français, c'est pas juste pour le swag. Non, en tout cas, que ce soit même des simples touches de genre, mais que ça ose aller dans des directions qui sont un peu inattendues. C'est ça ose, et surtout c'est pas juste on va faire un film de mutants pour faire un film de mutants, mais finalement on va recopier les Américains. Non, vraiment. Non. Bon, après il y a une structure, certaines scènes, notamment je pense l'acte final où c'est vraiment le truc américain de la prom, le bal de fin d'année, machin. Pas exactement, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a évidemment des gros liens. Tu vois, je trouve que dans l'idée, c'est remixé à la française et c'est bien fait. Dans l'idée, on peut retrouver l'idée du bal, comme tu l'as dit, mais c'est complètement français. J'ai l'impression qu'on spoil sans spoiler depuis tout à l'heure, c'est génial. C'est génial, c'est super. On se démerde plutôt bien, moi je trouve. Mais c'est bien de rester assez flou sur le film parce qu'il mérite coup d'œil et puis il doit marquer son passage, ce film, et il faut aller le voir. Seul défaut, je dirais, il y a quelques moments d'incohérence totale. Tu trouves ? Oui, absolument. Le fait que le garçon commence à muter petit à petit et il montre des signes extrêmement évidents de mutation et personne ouvertement pose des questions par rapport à ça. Et ce sont des mutations où, par exemple, il fait du comment on appelle ça, il le tire à la corde. Oui, il est plus fort. C'est Spider-Man, ça. Oui, il est plus fort que 5 personnes. Et c'est un gars qui est on va dire, c'est pas Jason Bourne. C'est un gars qui est assez maigre. Ensuite, il perd une dent et il s'en fout. Il lèche le bras d'une fille, genre à un moment. Oh, ça va, disons que oui, c'est arrivé à tout le monde. Non, mais alors je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'après en revoyant le film, toutes les situations, faut voir le contexte. C'est un type qui vient d'arriver dans sa nouvelle école, qui est là pour aller. Normalement, ils sont censés être là 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Non, même pas. C'est 1 mois. 2 mois. Le coup de lécher le bras, ça c'était pendant la soirée. Ouais. En fait, il y a beaucoup de trucs où ça peut passer. Effectivement, ça fait très très bon. Il faut qu'il y ait un scénario. Oui. Mais et après le côté où il s'en fout de perdre une dent. Je sais pas. C'est un personnage qui est très spécial de base. Mais les gens doivent se poser des questions. Je dirais même qu'il y a un côté, il est peut-être un peu autiste, un peu spécial, et en fait, c'est les gens autour de lui le connaissent que comme ça. Non, parce donc que quand même, peut-être que ça peut. Il y a une maladie autour, et les gens sont extrêmement vigilants par rapport à cette mutation animale. Et donc, lorsqu'on va voir les symptômes, on devrait au moins se poser des questions. Peut-être on va pas présumer coupable, mais néanmoins, il y a un moment, c'est obligé que les gens se posent des questions. Après, je sais pas s'ils ont déjà vu des... Mais notamment quand il fait des trucs surhumains. Quand il fait des trucs que normalement un humain ne peut pas faire. Et ensuite, pour le rendre encore plus bizarre, il y a un moment où Romain Duris arrive à le maîtriser par terre. Même si le gamin a une force surnaturelle. Et comme Spider-Man, il donne pas toute sa force. Disons qu'il y a plus un côté, il le maîtrise, mais on voit qu'il se met à pleurer, le fils. Bon, il se défend un peu, mais il veut quand même que son père le prenne dans les bras, quoi, pour un peu le rassurer. Voilà, je vois un truc comme ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Là, je veux bien. Tu vois, par exemple, la scène juste après. Ah putain, c'est con. Mais la scène où, disons qu'il y a un petit clash entre les deux. Là, par contre, il lui met un coup et là, il le projette vraiment. Et là, pour le coup, c'est vraiment une confrontation. Et pas juste essayer de le retenir un peu. Et voilà. Il y a un truc qui est vrai que tu dis, Olivier, mais en même temps, je sais pas trop. Parce que en t'écoutant, le sujet du film, c'est vraiment pas
comment est-ce que une société, comment ça se passerait dans une société si jamais on commençait tous à muter. Ah ouais? Non, c'est pas ça. Le sujet du film n'est pas du tout sur comment ça se passerait dans la société. C'est pas de la science-fiction à ce moment-là. Le sujet du film, c'est vraiment des relations entre humains, entre un père et son fils, entre un père et... C'est vraiment beaucoup plus intime comme ça. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Non, l'un n'exclut pas l'autre, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est que c'est vrai pas mal de moments où, je veux dire, la réflexion du film ne va pas vraiment atteindre un niveau global de... En vrai, si jamais des trucs comme ça arrivaient, ça se passerait totalement différemment. Il y aurait eu... sûrement qu'on pourrait pas garder un monde... un monde comme ça, mais j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, dès qu'on voit des signes de mutation comme ça, techniquement tout le monde devrait être au courant. Dès que tu as le moindre signe de mutation, ça devrait être comme le Covid, tu vois, où quelqu'un tousse, c'est bon, c'est la fin. Mais c'est plus que simplement tousser. Ouais, c'est plus que simplement tousser. C'est comme si on était en cours en avril 2020, même bon, les cours n'étaient pas, on va dire juin 2020, et quelqu'un est en train de tousser, ils ont plus de capacité olfactive. Ils ont la fièvre, et ils ont tous les symptômes du Covid. Il y a la tête qui fait un 360 degrés, il monte au mur. C'est exorciste. Personne pose la question, est-ce que tu as le Covid, mec? Genre, en fait, le problème, c'est que ça dilue le réalisme dans le réalisme magique du film. Et ça, c'est dommage. Mais bon, énorme cliché. Ce que je vais dire, je suis désolé pour nos lecteurs, mais un film ne peut pas être parfait. Et donc, c'est pas comme... ça finit par... On arrive... c'est néanmoins acceptable dans la globalité, et franchement, regardez ce film, c'est vraiment bien. Oui, c'est ça que je voulais amener finalement, c'est que c'est pas là où le film a le plus de richesse. C'est pas forcément. Exactement. Là, je suis d'accord. C'est pas forcément dans sa cohérence globale, sociale, comme ça. Allez voir le film. Est-ce qu'on terminerait pas par un chef-d'œuvre? Ok, alors. Okay, si vous entendez. Alors, ça craque. Bon. On va du coup passer à notre dernier film, c'est-à-dire le dernier film de Luc Besson qui revient après 2-3 ans d'absence et qui nous présente. Non, je crois qu'il avait quand même. Il avait fait des trucs. Bon, on va pas en parler, mais. Alors, son dernier. Il a fait de. C'est quoi son dernier? Son dernier, c'est Anna. Son dernier, il a fait Valérian, il a fait Anna. Après, il a produit des films, il a coulé sa société de prod et il est arrivé avec cette semaine Dogman. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment, tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer. Je me suis adapté. Ça va aller. Non. Tout le monde reste calme. On se détend. Je lis le résumé. Enfant, Douglas a été abusé par un père violent qui l'a ensuite jeté aux chiens. Au lieu de l'attaquer, ces derniers l'ont protégé et ils sont devenus ses alliés. Devenu adulte, encore traumatisé et menant une vie de marginal avec ses chiens, Douglas sombre peu à peu dans une folie meurtrière. Alors... Enfin, à la fin, mais... Okay. Alors, c'est très compliqué. De parler du film, parce que le film a une histoire tout de même. Je veux dire, il y a une histoire autour du film. Ah oui, non, mais il faut mettre un petit contexte. Pas dire que c'est quand même le dernier film de Luc Besson. Luc Besson, c'était quand même à une époque le fleuron français. C'était quand même le mec, on se disait, le gars, il va arriver, il amène du style en France, il amène des films complètement d'action, du style américain, du genre. Budget, il faisait des films de genre en France. Voilà, on peut rappeler... Enfin, en France, avec évidemment les Américains, il y avait bossé avec John Statham, des trucs comme ça, mais bon, pour ses prods. On rappelle quand même un petit peu la filmo du gars, Nikita, Le Grand Bleu... Léon, le cinquième élément, le putain de cinquième élément, la saga Taxi. Je vais reprendre ma liste, mais juste les quelques noms qu'on vient de citer là, ce sont des masterclass, ce sont des films qui ont marqué une époque. C'était un mec qui est arrivé avec des envies de mise en scène, avec de la tension.
c'est très compliqué d'aborder le sujet Besson parce que il y a énormément de hauts et énormément de bas. Arthur et les Minimoys, c'était merveilleux aussi. Sauf la suite. Enfin, sauf la suite. Oui, la suite. Et en fait, c'est aussi ça. C'est que Luc Besson, c'est aussi des films très très moyens. C'est vraiment, c'est soit ça passe, soit ça. C'est très compliqué. C'est un vrai sujet. C'est le Shyamalan français. Je serais prêt à dire ça. Peut-être pas à ce point, mais dans l'idée que soit ça passe, soit c'est. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire par rapport à la réputation, mais je suis pas du tout d'accord sur plein de choses parce que Shyamalan, il a vraiment des sujets de prédilection. Oui, c'est pour ça que je retire un peu ce que j'ai dit. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport à, disons, l'attente du public, ou disons le point de vue du public, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Voilà. Et là, c'est vrai que ça passe ou ça casse avec Luc Besson. Mais surtout que Luc Besson, il y a une histoire là un peu compliquée dans laquelle sort Dogman. C'est-à-dire que Luc Besson, c'est celui qui a créé la société EuropaCorp, avec laquelle il a fait justement énormément de ses films. C'était une société de production française assez imposante qui aujourd'hui existe quasiment plus. Pour l'instant, les bonnes raisons qu'il y a eu le projet Valérian, qui était censé être l'avènement du cinéma français, un film de science-fiction énorme français, machin, qui était tourné avec des Américains et dans une langue étrangère, mais sinon c'est pas grave. mais voilà, le projet assez ambigu et du coup qui a été un flop monumental, qui a pas du tout marché. Qui était dommage d'ailleurs, mais c'est un autre débat. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais c'est un autre débat, Valérian. Ce qui compte, c'est que EuropaCorp a coulé. En plus d'autres histoires de magouille, mais ça, ce n'est pas. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, c'est vrai. Quel était le budget pour Valérian? On est quasiment sur du The Creator, je pense, en budget. Ouais, on est sur du The Creator. C'est-à-dire qu'il y a c'est un budget américain amené dans une production française. Et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, on va pas rentrer dans ce débat, c'est immense. Mais la production en France et la production américaine est extrêmement différente. C'est pas du tout les mêmes rapports aux chiffres, rapports à la dépense. C'est pas du tout les mêmes fonctionnements. C'est un débat interminable. Bref, Valérian, ça a pas marché. Ça a coulé sa société de prod. Et depuis Valérian, Luc Besson, il s'est un peu ramassé aussi pas mal de procès dans la gueule. Qu'il a gagné récemment. Qu'il a gagné d'ailleurs, absolument. Je précise avant qu'on dise des trucs sur le choix des films. C'est vrai. Beaucoup de plagiat, surtout, principalement, qui sont venus. Oui, c'était quoi le film? C'était Lockout, je sais plus. Où en fait, c'est New York 97 de Carpenter, mais quasiment trait pour trait à quelques détails. C'est ça. Mais en fait, j'avais vu la vidéo de Nicolas Delage, je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube. Non. Qui est en gros, lui, il a fait une grosse vidéo qui retrace un petit peu tout le parcours juridique de Luc Besson. Et tu vois qu'il y a eu quand même énormément de scénarios qui sont passés d'une main à l'autre sans autorisation. Il y a eu plein de magouilles. Enfin bref. Mais ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais c'est vrai qu'on va pas s'attarder là-dessus. On va regarder, nous, ce qui nous intéresse, c'est Dogman. Parce qu'encore une fois, on n'a pas assez d'informations là-dessus. Mais Luc Besson, c'est une odyssée. C'est une odyssée à plein d'époques différentes. C'est un mec qui est quand même toujours resté au devant de la scène, qui a toujours amené un cinéma qui était à lui et qui a toujours posé un peu ses couilles sur la table. C'est grâce à lui si le grand Rex a le grand large. Non, c'est bonus. Donc voilà, c'est un sujet très complexe autour de Luc Besson. Mais nous, on est là pour regarder Dogman, qui est donc le résumé que je vous en ai fait, qui est donc son film. Alors que ça fait maintenant 3 ans qu'il n'avait pas sorti. Après Valérian, il est sorti Anna. Je sais pas si vous avez vu Anna. Non, je n'ai pas vu Anna. Je l'avais vu à l'époque, j'avais pas aimé. Moi non plus. Là, il nous sort Dogman. Ok, je vais juste vous dire, je déteste Luc Besson. J'ai commencé à voir le premier film que j'ai vu de Luc Besson, c'était son premier film qui s'appelait Subway, qui est sorti en 85. Et déjà, je détestais. J'avais 11 ans et j'avais immédiatement reconnu que ce film, c'était aucune substance et que du style. Luc Besson voulait être cool, en fait. Mais pour lui, être cool veut dire négliger tout ce qu'il y a en fait de cool, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de substance, de profondeur, d'intérêt, et de faire quelque chose à la mode, un truc un peu un peu hip. Et il y avait Isabelle hype, ouais. Il y avait Isabelle Adjani, ça c'était le seul point fort. Le seul truc que j'aime chez Luc Besson, ou que j'adore même, c'est que dans Valérium, il y avait
Valérian, excuse-moi. Valium, envie de dormir. Il y avait Cara Delevingne, ça lui a rendu encore plus célèbre et ça fait en sorte que quand elle m'a donné un câlin, c'était encore mieux parce qu'elle avait plus de clout. Enfant de salaud. En revanche, ce film Dogman, ça c'est le pinacle de sa connerie. Comme on dit en arabe, c'était le nadir de sa carrière. Oh putain, ce putain de film. Il n'y a pas une seule scène où j'étais bouche bée à quel point c'était con. Il y a des incohérences qu'un gamin de 6 ans pourrait voir. Mais dès le début, genre le gars se fait arrêter, il est dans son c'est pas une prison, c'est jail. Il est en train de faire ses 48 heures ou je sais pas quoi, et on lui permet d'être couvert de bijoux. Genre déjà. Oui, non, mais même pourquoi il est pas en prison, il est couvert de sang, pourquoi est-ce que on va vous placer, on sait pas où vous placer. C'est quoi cette histoire? En fait, je ne comprends même pas le contexte de cette scène. On lui permet de fumer aussi, ce qui n'a également aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on va lui laisser avoir des clopes sur lui? On va lui permettre de garder son maquillage. Ça a marché avec Dark Knight, mais ça c'est seulement parce que c'est The Dark Knight. Donc ça va. Avec ce film-là, avec Dogman, ça ne marche pas. Ce truc est une manipulation de spectateurs avec un niveau d'intelligence, genre un QI à température ambiante. Et pas en Fahrenheit. Et on est en octobre. Oui, mais là c'est chaud. C'est température ambiante en Alaska. C'est vraiment un problème. Oh my fucking God. Genre, en fait, il y a tellement de défauts dans ce film, je ne sais même pas où commencer. On passe des années, on est dans... Déjà, je te renvoie la question que tu m'as posée tout à l'heure. Je veux entendre ta réponse. Ça parle de quoi, Dogman? De quoi ça parle, c'est la question. De quoi ça parle, Dogman? En fait, ça parle de rien. C'est Luc Besson qui veut se faire du fric et qui ne sait pas comment. Et donc, il va mettre et donc, il va mettre tous les éléments qu'il pense va faire de l'argent aujourd'hui. It's so dumb. Mais il y a en fait, je ne comprends pas comment ce scénario aurait pu être produit. C'est un scénario de merde. Il faudra faire des énormes spoilers et de parler énormément de comment est-ce que les mécanismes de ce scénario sont... Non, mais je pense que rien que si on parle de certaines scènes, les gens vont comprendre que ça n'a aucun sens, en fait, ce qu'on est en train de parler. Je fais un petit point tout de suite alors. On va spoiler Dogman parce que ça nous semble nécessaire pour dire ce qu'on a envie de dire. Et parce que... on a trop de choses à dire. Voilà. Donc, on va spoiler Dogman. Si vous tenez à le voir, grand bien vous fasse. Et à la prochaine sur Pratea. Yes. Petit spoiler, je vais juste vous donner une idée pour montrer à quel point ce film est débile. Le gars est en train de faire ses 48 heures. Il y a la psy qui rentre. Et veut lui dire, bon, on ne sait pas où te placer, donc j'aimerais te connaître. Le gars qui est maquillé en femme, et qui est paralysé aussi, on tient à dire, va expliquer à quel point il adore les chiens et à quel point il est cynique envers les humains. Et il parle de son enfance, où il avait un père absolument atroce, unidimensionnellement atroce, qui va battre sa mère et qui aussi qui fait des combats de chiens. C'est-à-dire qu'il fait de la compétition où des chiens doivent tuer d'autres chiens. Enfin bref, c'est vraiment il est méchant. Il est méchant. Et en plus, il te récite des versets de la Bible, je sais pas pourquoi. Right. mais il a une barbe, donc il est beauf. Voilà, il est en débardeur en plus. Oui, il est en débardeur. Et ça fait totalement années 50. Avec leur costume, ouais. J'ai pas compris d'ailleurs quand est-ce que le film se passe. We're gonna get to that. Voilà. Donc, on est dans les années 50. Il veut faire des combats de chiens. C'est comme ça, il se fait de l'argent, mais il ne donne pas de nourriture à son chien. Genre, à quel point est-ce que ça c'est con? Si tu donnes pas de la nourriture à tes chiens, les chiens vont perdre. Non mais surtout, en fait, je pense que t'as l'idée de les affamer pour que ce soit plus vénère. Ok, mais ils sont dans un enclos avec plein d'autres chiens, donc ils vont pas tous. Oui, ils vont se bouffer. Et ensuite, donc un jour, le petit gamin gentil donne de la nourriture aux chiens. Et donc on va lui mettre avec les chiens qui crèvent de faim. Les chiens ne le bouffent pas par contre, mais ils s'entendent et ils deviennent amis. D'ailleurs, dédicace à sa mère qui fuit et qui n'appelle pas la police.
Oui. Il a fallu. Cette pute. Et il dit à moi, oui, mais Maman était la seule personne que j'aimais. Quand elle faisait la cuisine, je la regardais. Right. Et on a un plan sur son cul en plus. Oui, en plus. C'est tellement bizarre. Oui, non, mais moi aussi, je me suis dit, ok. What the fuck? Je suis pas le seul. Genre, en train de twerker à les années Moi 50, aussi, oui, en au plus. lieu d'aller en. J'aime bien, c'est vraiment ce moment un petit peu, c'est censé montrer la douceur de la mer et tout. Et là, t'as vraiment un énorme plan sur son boule et qui remonte tranquillement comme ça. Et c'est quoi pour On se demande qu'est-ce que c'est ce délire avec. Et donc, en fait, ce qu'il se fait, c'est qu'il trouve les magazines de sa mère. C'est pas Playgirl, malheureusement. C'est parce que non, ça aurait expliqué la raison pour laquelle le mec est tellement efféminé. Ça aurait été tellement drôle. Mais il montre à un des chiens une voiture. Ce n'est pas une voiture de flic. Ok, c'est une voiture années 50, on dirait Mad Men, et il fait, tiens, parce qu'il perd son doigt, parce que le père lui tire dessus avec un shotgun. J'ai presque fini. Non, mais c'est un truc par rapport à ça. Oui. Mais vas-y, n'en finis et je te dis après le truc. Parce que c'est. Donc, le père, je sais pas pourquoi, mais il prend un shotgun et il tire sur son fils. Le fils perd son doigt, et donc il donne le doigt, je te jure, au chien, et il pointe une voiture typique, genre un Jaguar ou un Cadillac, et il fait police. Et donc le chien va aller à une voiture de flic Avec son petit sac, avec le petit doigt. Right. Et le flic regarde et il demande, oh, look at that little dog. What is he holding? Et après le flic voit le doigt, il fait, oh shit. Et donc là, il les emmène à la maison et le père se fait donc arrêter. Et le gamin se trouve dans un orphelinat. On est dans les années 50. Faut dire aussi que quand il s'est fait défoncer le doigt, la balle a ricoché. Oui, non, c'est ça que je voulais dire. Comment ça? Attends, dang, ou alors c'était ça, parce qu'il a tiré. En fait, il tire comme ça de bas à la. Il tire comme ça de bas à la hanche, et du coup, ça tire le doigt qui est là parce qu'il est comme ça sur la grille. Ouais. Mais ça touche aussi sa colonne. Parce que ça va ricocher. Mais ça, c'est pas des ricochets, ça, c'est radiocommandé le truc. Non, mais ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, ça va lui briser une partie de la colonne vertébrale. Right. Et du coup, c'est fait qu'il va devoir marcher en fauteuil le reste. Enfin, à moitié, des fois, sa vie. Que quand le scénar a besoin de. Ouais, c'est ça. Il y a un petit truc qui se veut un peu poétique là-dessus. C'est, en fait, la balle est logée à un endroit où on peut pas aller la récupérer. Donc, si jamais il marche sans prothèse, ça le rapproche un peu plus de la mort à chaque fois. Right, exactly. Du coup, il peut pas trop marcher. Mais en fait, il marche. Ah, la tragédie. Mais Shakespeare. Oui, non, mais c'est. Mais donc, je suis désolé, je vais faire ça très succinct. Mais il va dans un orphelinat et il rencontre une dame qui est actrice et il tombe follement amoureux d'elle. Et ensuite, plus tard, il va la voir à Broadway. Et donc, il est dans sa chaise roulante. Et ça fait 3 ans, ça fait toute sa vie qu'il obsède sur elle et il connaît absolument tout sur elle. Et il a pris tous les articles sur cette dame et les a mis dans un bouquin. Et il va la voir, simple, et il va lui montrer le livre. Elle va dire, ah mais c'est incroyable, elle va le pécho sur les lèvres. Et ensuite, elle va lui demander à un moment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il dit, j'ai une licence en biologie. Mais car je ne peux pas aller à l'université, j'ai pris des cours sur Internet. Oui, putain, oui. Nous sommes, il y a 15 ans, dans les années 50. Putain, ouais. What the fuck? Et ensuite, pour rendre la scène encore plus je rajouterais même que heureusement qu'il n'y a pas d'escalier dans cet univers parce que sinon il est bien dans la merde pour sa chaise roulante. Bon, parce qu'il n'y a pas vraiment d'axe handicapé, je pense, à cette époque. Non mais j'avais même pas capté sur le moment. Attends, t'as raison, c'est complètement fou ça. Et ensuite, pour le rendre encore plus con, j'avais pas fait le lien, mais attends, on est sûr que ça se passe dans les années 50 bon, ils sont habillés comme s'ils étaient dans les années 50 et ça fait vraiment années 50 ce truc. Ils ont les vieux téléphones en plus, ils ont la musique, ils ont le vinyle, ils ont pas la radio. C'est vrai, comment le mec de l'assurance. Parce qu'après t'as le chien au début qui ramène le portable. Comment le mec de l'assurance il est habillé, comment les. Non, en même temps, non, parce qu'à un moment, tu sais, il y a une femme qui a une laverie et tu vois des machines à laver, du coup, ça c'est plus récent. Les machines à laver existent depuis environ les années 60. Du coup, dans ce style-là, ça m'avait l'air plus récent. C'est les années 60, les machines à laver. Je sais pas, c'est par courrier. Non, il y a un portable à un moment. Il y a un portable. Au départ, le chien amène le portable. Oui, mais ça, c'est au présent. Putain, t'as raison, je suis paumé. Non, mais ça n'a aucun sens. Et donc, je finis là-dessus. Ouais, et en plus, pour montrer à quel point il n'y a rien qui va. Il lui montre ce bouquin en disant, j'ai tout lu sur toi, je connais tout sur toi. Même les coupures de journaux, quoi, ça c'est un truc vraiment vieux. Right. Et elle regarde ça, elle se dit, ah, c'est tellement bien. Et ensuite, elle va le pécho. Right?
Ouais. Et ensuite, elle va se dire, ah bah, je suis marié depuis 3 ans. Et le gars n'est pas au courant. J'ai un Non, gosse c'est depuis vrai. 2 semaines. C'est vrai que je me suis dit ça. Genre, il lui a suivi toute sa carrière, il ne sait pas qu'elle est mariée. Surtout que le Elle vient mec de qui le dit pécho. qu'il est metteur en scène. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle même pas en profondeur du scénario, c'est déjà n'importe quoi. Mais en fait, c'est surtout que là, Olivier, tu viens de faire, en gros, tu viens de résumer un ou deux arcs, les 2 premiers arcs à peu près qu'il y a à voir. Et en fait, le film est constitué comme ça, à près de 5-6 arcs. Donc vraiment en flashback, mais même ça, je trouve que ça servait à rien. Ouais, c'est ça. Enfin, En fait, bon, on commence le film avec du coup Douglas qui se fait arrêter, avec dans un camion avec tous ses chiens à l'arrière. Et en gros, t'as une psy. On sait pas trop où à la prison, on sait pas trop où le placer. On sait pas si on doit c'est débile d'ailleurs. Pourquoi on sait pas Mais trop où le placer c'est- entre oui. homme ou femme ou psychiatrique et tout. Ouais. Du coup, ils appellent une psychiatre qui est la même psychiatre que dans The Joker. Mais on va reparler de The Joker Oui, après. non, mais c'est. On va parler de Joker après, parce que c'est abusé quoi. Mais qui est exactement la même psychiatre que dans Joker et qui va dire et qui du coup il va y avoir tout un dialogue au long du film où il va expliquer comme un grand méchant. Oui, c'était ça mon plan depuis le début. Sauf que tout le et film en fait te montre pas que c'est un ça, grand méchant. c'est ça. Enfin, c'est pas Et en fait, spécialement. Et en fait, tout le long, on va avoir différents arcs, différentes petites histoires sur la vie de Douglas, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, Non. qui vont dans tous les sens, qui ne racontent absolument rien globalement. Pourquoi le film s'appelle Dogman ? Pourquoi ? Enfin, je veux dire, pourquoi Pourquoi est-ce qu'à la fin il se bat contre des cartels mexicains de je sais pas quoi avec oui, des fusils mais en à fait, pompe? c'est Et vraiment. qu'est-ce que- C'est le genre de scénario que j'écris avec des gars quand on est bourré ou qu'on a pris des trucs, je sais pas. Ouais. Et ça c'est à mourir de rire, ça me fait marrer. Ouais. Alors écoute, c'est l'histoire d'un mec en fauteuil roulant, il a des chiens et il se déguise en drague. Mais tu vois, c'est ça, c'est non, ça. mais sûr, c'est- C'est ça, ça n'a waouh. rien à voir. En fait, juste Et alors là, c'est il y a ça. des fusils à pompe et il envoie des chiens. Mais oui, mais Et, regarde. Mais regarde, c'est- il vit dans je sais pas où il vit, mais il n'y a pas d'escalier non plus, Mais en donc fait, c'est tant ça. mieux pour lui. Tout ça. Et à un moment, il devient Robin des Bois. Il commence à dompter ses chiens pour aller voler les Non. riches et Alors, redistribuer. Ça, alors, Ouais. note, ça c'est du bullshit. Les redistribuer à lui. Oui, parce que Ouais, c'est C'est vrai. note, à redistribuer à lui. Ouais. Il faut arrêter avec ce délire. Ah, oui. C'est pas vrai. ridicule. C'est Voilà. c'est Il a ridicule. une dépression amoureuse avec une meuf qui faisait du théâtre parce que t'as compris, la vie c'est dur. Et puis après ça, en fait, t'as des gens qui l'appellent pour aller foutre Mais la en fait, pression à des cartels de drogue. tout ce que je vois, c'est tout- drive, quoi. Tout ce que C'est je vois, c'est que drive, ce quoi truc-là, Yeah. tout ce que ça aurait dû être ce film, ça aurait été histoire peut-être, je sais pas, ça aurait pu être bien, un handicapé qui se fait battre, qui en fait finit par veut devenir un peu comédien, un truc comme ça, il découvre le truc, le monde, je sais pas, des drag queens, truc comme ça, et peut-être qu'il devient, tu sais, il s'émancipe comme ça pourrait être intéressant, juste ça. Mais non, il a fallu que il parte dans des délires de oui, il y a des fusils à pompe, oui, c'est Mais en n'importe fait, quoi. C'est exactement ça. C'est vouloir faire tout Mais et en fait, n'importe quoi. C'est exact. T'es Il tout a- n'importe quoi. T'as 5 scénarios qui Il a s'imbriquent en même temps. vu que Rien Joker n'est a marché, il a vu que John Wick ça marchait, il a vu que certains sujets en ce moment marchaient, et ben du coup il s'est dit bah tu sais quoi, on va mettre tout là-dedans, Ouais. on va s'arranger pour que mon personnage il soit intouchable parce que le mec il est handicapé machin truc, on peut Oui. faire ce qu'on veut Ouais. et il va dire c'est bon, ça va passer, Yeah. j'ai mon film. Et ben en fait, c'est exactement ça. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont ont bien aimé le film, je vois pas pourquoi, mais en fait j'étais honnêtement, ce ne serait pas pour interséance, je serais sorti de la salle. Ouais. C'était vraiment et c'est con parce que j'avais vu l'abondance et je me dis ok, pourquoi pas, ça m'intéresse, j'ai envie de lancer une chance parce que moi j'aimerais bien que Luc Besson il fasse un truc qui marche. Ouais. J'attendais en vrai un peu ce film. Jones est un Mais- très bon acteur aussi. Ouah, oui, pour le coup, oui. Premier film, No Country for Old Men. Oui. De quoi qui est bon acteur? Jones, l'acteur principal. Oui, ouais, ok, d'accord. Ouais. Je vois. C'est vrai qu'il joue bien. Ouais. C'est vrai qu'il joue bien. Il a gagné le prix de la mise en scène à Cannes il y a quelques années avec Bikram, qui était. Et là, là, c'était vraiment excellent. Mais je crois. Mais il y a tout de même quelque chose que je veux garder du film, c'est que Luc Besson, c'est un bon metteur en scène en fait. Et je veux quand même reconnaître un petit peu ça au film, c'est que c'est pas ultra mal mis en scène. C'est-à-dire que ça reste, il y a une forme de dynamisme, je trouve. Je trouve qu'il y a des plans qui ont un certain style, qu'il y a une ambiance qui sont assez amenées. Mine de rien, le film est assez dynamique. Il y a un côté de divertissement que je comprends, et j'ai parlé à plusieurs clients qui ont vu le film dans mon cinéma, qui ont pareil beaucoup ou moyennement aimé le film, mais pour son aspect justement divertissement. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur un truc, c'est que je trouve ça juste complètement non, il se fout de la gueule des gens, je trouve, à balancer un truc aussi con qui va dans tous les sens, qui raconte rien et qui est
comme on l'a dit, vraiment un espèce de globi-boulga de choses qui ont fait leur preuve dans d'autres films, qui ont bien marché et qu'il a mis ensemble, mais le film ne raconte rien. Et le film est juste là pour mettre en scène des trucs qui ont déjà été racontés en mieux. Comme Anna, son dernier film, qui était un espèce de remake pourri de Nikita. Comme l'année dernière, on a eu Arthur Malédiction, qui était une espèce... Pas réalisé par... un scénario volé de... Pardon. Ça ne nous regarde pas. Mais là, tu vois, on arrive vraiment à, en fin de compte... à ce que nous fait Luc Besson. Qu'est-ce qu'il nous fait Luc Besson? Luc Besson, il a coulé sa société de prod et du coup là il est en train d'essayer de remonter en essayant de nous balancer des films qui ont déjà marché ailleurs pour essayer du coup de remettre de refaire un truc qui va marcher. Mais Luc Besson, il a rien à raconter. Il a rien à dire. Et je crois que c'est un gros problème qu'il a, mais depuis le début, ça, Luc Besson. Et ça reprend aussi pas mal de choses qu'il y a eu par rapport à ces procès qu'il a, aux procès qui ont de plagiat qu'il a eu. Je rentre pas trop là-dedans parce que vraiment, je ne regarde pas. Mais il veut nous dire quoi, Luc Besson? Il a quoi à nous raconter? C'est aussi pour ça que je suis pas d'accord avec ta comparaison avec Shyamalan tout à l'heure. Mais je sais. Je sais. Mais c'est dans le sens où vraiment, il y a un film qui sort, les gens vont en parler, et en fait, sur le moment, ça va être soit. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais Shyamalan a beaucoup de choses à dire. Il a des sujets à raconter. On a parlé juste avant de Creator. Il a quand même des choses il a quand même des choses qu'il a envie de raconter. Le dernier Shyamalan, qui d'ailleurs a pas mal de liens avec The Creator, je pense, sur la dimension un peu spirituel, était très bien, par exemple, le dernier Shaman. Mais voilà. Mais je veux dire, il a quoi à nous dire, Besson? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et là, c'est vraiment un truc, mais il faudrait faire une analyse un peu du cinéma de Besson. Mais de quoi il parle, les Besson? De quoi il parle à part je vais mettre des trucs à la mode en scène? Et là, récemment, depuis quelques années, moi, c'est ce que je vois, surtout. Et Arthur Malédiction, c'est un des trucs les plus... C'est pas lui qui l'a fait, mais c'est lui qui est quand même à l'initiative du projet. C'est un des trucs les plus honteux qu'on ait vu dans le cinéma français ces 10 dernières années. J'avais vu vite fait des commentaires sur un peu les coulisses. Oui, pareil. C'est un peu en scred. Je vais pas partir là-dedans, mais il y a plein d'histoires où c'est un peu d'exploitation. Mais bon, je pense qu'on peut. Non, on a compris que c'était pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Et puis je clôt le sujet le sujet qui est autour de Besson. Mais moi, c'est vraiment ça. Quand je suis dans le film, je comprends pas pourquoi il me raconte ça. Je comprends pas pourquoi il me raconte ça. Et quand je commence à me dire, ok, il me raconte ça parce que Joker, ça a marché. Ok, il me raconte ça parce que c'est à la mode de parler de ça. Enfin, tu vois, là, je commence à me dire, ok, j'ai compris pourquoi il me raconte ça. Mais voilà. Du coup, c'est pas un cinéma qu'on aime. C'est pas un cinéma qu'on recommande. Non, mais surtout, je vais pas couper, mais je repense à un truc, en fait, parce que dès le début, il dit, oui, les humains, les chiens, c'est pas... en fait, non, il aide des humains, en fait, avec ses chiens. Genre, il est pas reclus. Mais oui, il veut quand même venger, entre guillemets, la dame de la laverie, je sais pas quoi, au début. C'est comme ça. C'est pas clair aussi. Ils veulent essayer de faire un personnage qui, les hommes, en sens humain, c'est tous des cons, machin. Mais par contre, j'ai pas compris. Je ne comprends pas, en fait. C'est un film qui est edgy, littéralement. C'est de faire un personnage un peu sombre, un peu dark, un peu cool. Bon, un peu foiré parce que voilà quoi, ça reste. Mais bon. Moi, il y avait un truc qui m'a. Enfin, tu veux dire un truc, Olivier? Il y avait un truc qui m'a plu à un moment. C'était une idée où je me disais qu'il pouvait être intéressante. Je me suis dit, bon, le film est clairement un repompé de Joker. Dans plein d'aspects, le mec un peu taré qui voit un psy qui a des problèmes psychiatriques ou physiques et puis qui va commencer à se rebeller contre la société parce que la société c'est de la merde et devenir un espèce de super méchant à la Batman. Et encore franchement c'est que à la fin où tu sais pas pourquoi il a un repère avec des caméras et des fusils à pompe. Pourquoi il a ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour faire cool. Oui, pour faire cool. Pour avoir une dernière scène d'action, une sorte de dénouement avec de l'action, tout simplement. Et une scène d'action qui est minable. Il va se battre contre des mecs du cartel et des chiens. Et les chiens sont des ninjas. Les mecs du cartel aussi se comportent comme des personnages de cartoon où ils sont là. Je sais pas si tu vois, c'est littéralement le sketch de tant que je regarde pas en bas, en fait je tombe pas dans le vide. Tu vois, c'est que des trucs comme ça un peu. Il y a pas un chien qui meurt. Non, mais parce que les chiens c'est mignon, ils vont pas les faire mourir dans le film. Faut que ça marche. Bon, bon point. C'est quand même impressionnant. Ils ont quand même bien dressé les chiens. C'est très impressionnant. Ça va être un gros boulot. Bravo. Mais voilà quoi. Genre à part ça. Tu vois, moi il y avait un truc comme ça là qui à un moment dans le film, je me dis ça pourrait être une direction qui est intéressante. J'ai remarqué un truc. À un moment pendant des flashbacks où il est encore dans son espèce de chenil, il y a un des chiens qui s'appelle Batman.
C'est marqué sur la feuille. C'est vrai. Donc pour te dire le nombre de références au Joker, il y a un chat qui s'appelle Batman dans le truc. C'est vraiment... C'est subtil ça en plus hein, comme référence. Hein. Tu l'aurais appelé Arthur, ça aurait été peut-être plus... non mais... Multipass. Multipass. Ah non, fais pas ça. Mais moi, il y avait une idée qui, à un moment, me plaisait bien, où que je trouvais... Pourquoi pas, c'est qu'on a eu quand même une énorme vague d'origin story sur les films de sur les films de super-héros et puis les anti-héros ces dernières années, surtout dans le cinéma américain, dont Joker est le pinacle. Donc c'est-à-dire l'origin story d'un personnage célèbre où on va revenir sur comment il en est arrivé à devenir un super vilain, un méchant. Et là je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est pourquoi pas. Là on est en train de faire l'origin story d'un personnage qui n'existe nulle part. Là on fait juste une origin story pour le plaisir de faire une origin story autour d'un personnage qui... À un moment, je me suis dit qu'un truc qui pourrait me plaire, c'était l'aspect un peu kitsch. On peut même pas dire que c'est une origin story parce que c'est littéralement la fin de l'histoire. Oui. Bon, on disait qu'on spoilait, mais je veux dire, j'arrive même pas à dire que c'est un anti-héros. Tu vois, c'est vraiment que deux éléments où il peut-être qu'il se venge de son frère. C'est pour ça que moi je me disais c'est une origin story au mode où à la fin il va arriver et puis ça va être le super méchant Dogman. C'est un peu nul comme nom. Mais d'ailleurs, surtout que Dogman, alors que ça aurait été pas plus intéressant justement de peut-être changer le nom vu que justement vu qu'il se travestit, il serait peut-être plus intéressant. Bon bref, ils ont pas pensé. Ils ont pas pensé. Comme tu vois, beaucoup de choses. Ça peut être intéressant d'avoir justement une origin story avec un délire un peu cartoon, un peu kitsch, justement de un mec qui parle au chien. Tu vois, c'est typiquement le genre de super vilain que je pourrais, qui à mon avis doit exister quelque part dans un comics sombre de Marvel ou DC. Une idée un peu ridicule comme ça qui pourrait marcher un petit peu, qui pourrait avoir un aspect un peu kitsch, un petit peu sympa, mais en plus avec une idée où c'est un personnage qui n'existe pas et du coup on fait l'origin story d'un personnage qui est original, enfin qui n'existe pas. Je me dis, ça, il peut y avoir une idée un peu, au moins un petit peu rigolote là-dedans, mais après vraiment quand le film partit dans tous les sens, je dis ok non vraiment il y a rien, c'est juste un glowy-boulga de trucs qui n'ont aucun sens. Est-ce qu'on parle de la scène avec Edith Piaf? Mais attends, moi, tu sais que j'ai vraiment eu un doute à un moment, je me suis dit, dans le film... Non, mais c'est du playback. Mais moi, je pensais que c'est tellement évident que c'est un playback. Je disais, non, c'est obligé, c'est dans le film, c'est un playback. Ouais. Enfin, c'est dans l'histoire. Non, mais après je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, ce genre de spectacle, après, que c'est justement fait pour, mais... En plus, oui. Pour défendre le film, c'est beau. La scène est quand même très bien. Globalement, visuellement, il est quand même très cool, le film. Voilà, pardon, vas-y, je te disais, je voulais sortir un truc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le film est en vrai bien mis en scène. Ouais. C'est cool. Par rapport à la façon filmée. L'image, elle est jolie. Sure. Non, mais elle est bien. L'image est jolie, le montage est dynamique. La musique, c'est la musique de Joker, mais elle s'installe bien. Oui, c'est les mêmes trucs. C'est putain de même musique. Avec cette espèce de bruit de violon, c'est la même chose. Mais la lumière est assez jolie, le maquillage a de la gueule, les chiens jouent plutôt bien. Ils sont cool. Voilà, non, c'est bien foutu. Et c'est ce que je reconnais et c'est pour ça toute la haine qu'on a contre Luc Besson, c'est que c'est un bon metteur en scène. Le gars. Mais il a fait un playback de Edith Piaf. Le gars est censé chanter de l'Edith Piaf. Il va à un truc de drague. Et évidemment, tous les mecs sont super gentils. Et ils se disent oh my God, give him a chance. Et donc, il arrive sur scène et il est debout. Et il commence à chanter de l'Edith Piaf. Mais c'est un playback de la chanteuse. Donc, c'est pas lui qui chante. Et tout le monde est en train de pleurer, tu sais. Oui. Oh, quelle voix magnifique. Non, mais même encore une fois, le fait que justement il se fasse accepter par ce groupe-là, par des humains, et que dans tout le reste du film il dit ouais mais les hommes machin ils détruisent tout, alors que justement en fait à part le début du film où il y a la famille complètement cliché de redneck je sais pas quoi, mais en fait tout le reste du film en fait les gens ils lui volent c'est pas des... Je comprends pas en fait, c'est pour moi c'est vraiment genre un délire d'edgelord en mode personne ne comprend, je suis trop triste, alors que non je veux dire mais moi je suis tellement gentil. Il a fait non mais c'est ça, c'est nice guy, oh non ma meuf elle est avec un autre gars. C'est ça, mais en final c'est ça, ouais. Et en plus j'aime bien comment après qu'il soit allé voir sa meuf, il rentre et il s'écroule par terre et puis t'as les chiens autour, ce qui est d'ailleurs le repompé total de
de la scène de, Oui, de Catwoman. dans Mais on est d'accord, de mais Tim Burton. C'est la même scène, c'est-à-dire que dans de Tim Burton, elle tombe d'un étage, elle s'écroule par terre et t'as les chats qui la ressuscitent. La renaissance. La renaissance à travers l'animal, t'as vu? Oh, Red Animal, est-ce que c'est mieux? Oui. Et Là, pour le coup, il y a un vrai Dogman. Ça spoil, on arrête. Allez voir le Red Animal, allez pas voir Dogman. Et non, mais oui, voilà, juste, c'est tout court, mais juste, tu vois, c'est très intéressant ça. Le Red Animal, il a un sujet, il a une métaphore, il veut te parler de quelque chose, il veut t'amener à des scènes qui ont toutes pour sujet de te faire réfléchir autour de ton animalité et de ton rapport entre l'humain et l'animal. Enfin, il y a plein de sujets qui sont amenés à travers des scènes qui te l'amènent de façon subtile et sensible. Et là, t'as plein de scènes dans Dogman qui sont là. C'est vraiment, ce film existe. Quoi. Ce film existe. Ouais, non, mais c'est. Oui, ce film existe. Ce film existe. Et moi, vraiment, toutes les qualités que je peux trouver à Dogman, c'est-à-dire par rapport à sa mise en scène, qui est tout bien foutue, à un aspect, à des moments un peu kitsch, un peu kitsch, divertissant, qui peut bien marcher, tout ça. Mais j'oublie le film 30 minutes après qu'il soit sorti. Je m'en fous. Ah ouais. La petite question, pourquoi est-ce qu'il a besoin de raconter sa vie pour être placé en prison ? Parce qu'il faut qu'il fasse un portrait psychologique, je sais pas. Oui, parce que c'est pas clair. Parce qu'en fait, même ce personnage de la psych, il sert à rien. Je me suis dit, à tous les coups, c'est un truc où je sais pas, parce qu'il y a une histoire avec le père qui sort de prison. Oui. Je me suis dit peut-être qu'il va la sauver, un truc comme ça. Non, même pas. C'est juste. Mais surtout, c'est un prétexte. Il n'y avait pas besoin de mettre cette histoire de flashback. Il suffisait juste de suivre sa vie directement. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes du film qui seraient déjà été réglés. Parce qu'on serait directement attaché à lui plutôt que juste par des flashbacks. Oui, alors que peut-être que ce qu'il racontait est faux. Enfin, ouais, si on parle là-dessus, on va pas non plus aller aussi loin dans le raisonnement parce que moi, je la trouve. Ils sont pas allés non plus. Moi, elle me fait marrer l'idée d'un mec qui contrôle les chiens et puis qui peut aller voler, faire des trucs avec les chiens. Moi, en vrai, je suis assez chaud avec cette idée-là. Non, mais c'était mes parties préférées, perso. L'idée, franchement, je sais pas, un type qui se travestit, qui pourrait être une espèce de, je sais pas, de tueur, de trucs comme ça, parce que je pensais que ça allait être ça en voyant la bande-annonce. Ouais. Mais non, ça part dans un mec qui en fait fait des spectacles et vole des trucs de temps en temps, et en fait, il y a des fusils à pompe. Et putain, est-ce que le mec il est dans une armurerie pour prendre des. Non, mais en fait, à quel moment il devient un meurtrier? Bah, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il y a un mec de la mafia qui braque une vieille dame qui a une laverie, et le mec il est en mode, c'est pas juste, je vais envoyer une armée de chiens sur ce connard. Et les mecs de la sécu laissent passer, bon, le petit chien auquel à la limite, mais le gros chien juste derrière. Oui. C'est un truc de cartel. T'as les chiens qui rentrent au calme. Ah tiens, il y a un berger allemand qui rentre. Viens, vamos. Non mais surtout genre Viamos perro. Et le gars arrive et donc il va en dessous de la table et il mord les couilles du mec de la cartel. Je veux dire, n'importe quel type. Personne tire sur le chien. Non, mais surtout, n'importe quelle personne dans la rue, parce que moi j'ai un ami qui a un très 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 gros chien. Ouais. Quelqu'un qui voit ça juste dans la rue, il a une petite réaction de oula, tu sais, genre de s'éloigner. Ouais. Là, les mecs, c'est des types qui sont. Ils devraient juste se défendre de base, se dire qu'il y a un problème. Et quand elle lui mord les couilles, il ne tue pas le chien. C'est débile. Après, peut-être que la mâchoire, tu sais, il y a un truc, le muscle, on s'en fout, ils ont pas pensé à ça de toute façon. Mais le film, voilà, en fait, c'est ça qui nous crie à la gueule tout le long, c'est on en a rien à foutre d'être cohérent, on en a rien à foutre de faire une histoire qui répond à quoi que ce soit. Moi, c'est la conclusion qui m'a vraiment terminé par terre, c'est vraiment cette espèce, il arrive en dessous de la croix, et en fait, il y a une espèce de métaphore par rapport à Dieu, mais qui c'est 3 lignes de dialogue dans le film. C'est même une image où, tu sais, il met une espèce de banderole, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il met une banderole avec marqué God machin, et à l'envers, ça fait Dogman. Et genre, t'es là, genre, c'est marrant, même lui, il sourit, putain. Oh là là, putain. Je pense que Luc Besson. C'était vraiment une idée de mise en scène. Regarde, si on fait God à l'inverse, ça déconne, mais la mère, elle a pas appelé les flics. C'était tellement de la torture que je vous jure, j'ai dû regarder Millennium juste pour la comparaison de qualité. C'est donc là-dessus que nous allons arrêter notre émission. Vous aurez compris, Dogman. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'être arrivés jusqu'ici. On se donne rendez-vous sûrement dans très peu de temps. Merci à tous d'avoir participé. Déjà, merci Olivier, merci Tanguy. Pas de problème. Merci à toi. On est là, on va continuer. On reprend l'année avec les podcasts et on arrive très bientôt avec du nouveau, avec du lourd. On va avoir beaucoup de choses qui vont sortir dans très peu de temps et on sera là pour couvrir l'actu. Merci à tous les auditeurs. On a beaucoup de retours très positifs sur ce podcast, sur notre contenu. On est super content de pouvoir avoir ces retours et de continuer à faire des podcasts. On prend beaucoup de plaisir. On arrive avec plein de nouvelles choses. Merci à Nanterre pour le lieu et le matériel. Et à plus les copains.
On se dit au revoir. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur les plateformes de podcast. Suivez-nous dans la rue. Pardon. Suivez-nous partout. Et à très vite. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 chiens qui viennent de rentrer dans la pièce? Ah, ça? Non, ça c'est ma grand-mère, t'inquiète pas. Oh mon Dieu, c'est Luc Besson. C'est bon, coupé.